Yamina est l'une de ces nombreuses travailleuses du social et du médico-social qui travaillent pour le département du Nord. Quand je dis qu'elle travaille pour le département du Nord, on a presque l'impression que je parle d'un macro là. Hein. Mais non, c'est Jean-René Desserres, c'est quelqu'un de très moral et de très sympathique qui était interpellé là par rapport à ces enfants et ces populations qui sont visiblement sacrifiées sur l'autel du profit et bien sûr de la dette à rembourser. Ça c'est très important. On a dans les studios ce soir pour en parler trois collègues de Yamina. Nous avons Agathe, bonsoir. Bonsoir. Oui, il marche bien le micro. Nina. Bonsoir. Et Corinne. Bonsoir. Qui travaillent toutes les trois donc pour le département et qui sont 3 travailleuses sociales. Il y en a de Roubaix, de Tourcoing, c'est ça ? C'est ça, oui. Roubaix et Tourcoing. On va creuser un petit peu tout ça pour comprendre et pour faire comprendre surtout à nos auditeurs ce qui a motivé votre grève qui est suspendue pour l'instant, mais qui, on le sent bien, pourrait très rapidement reprendre. Je rappelle, on est avec Corinne, Nina et Agathe, donc travailleuses du social et du médico-social pour le compte d'une meuf du département du Nord, bien évidemment, qui est notre département adoré, et qui sont en grève. Je pense qu'on peut encore employer le présent depuis le 3 octobre dernier, depuis 15 jours. Agathe, on a passé un document qui est une vidéo qui a beaucoup tourné d'ailleurs, où on voit votre collègue Yamina interpeller le département en question. Tu as vu cette vidéo, toi Alors oui, je l'ai vue. En fait, j'étais présente à ce moment-là. C'est lors d'un CHSCT, donc c'est un comité d'hygiène et aussi sur les conditions de travail. Il y a une dizaine de collègues comme Yamina qui ont témoigné devant Monsieur de Tavernier pour faire part des difficultés qu'on a sur le terrain. C'était vraiment très prenant parce que c'était vraiment des réalités de terrain avec un mal-être pour les professionnels mais surtout pour les enfants parce qu'on se sent vraiment démunis sur le terrain et c'était vraiment éprouvant et fort en émotion. Malheureusement, on ne s'est pas vraiment senti écouté en face. Alors, tu dis c'était prenant. J'imagine que vous êtes prise tous les jours par ce métier extrêmement difficile et humainement extrêmement délicat, mais que peut-être au quotidien ça paraît presque normal, peut-être, j'imagine, d'être débordé là. Le fait d'être en grève et de voir ces prises de parole, c'est pas habituel. On sait que tous les travailleurs subissent des conditions de travail difficiles, mais quand c'est à un moment verbalisé comme ça, est-ce que ça aide pas à la prise de conscience aussi de vous, de vos collègues ? Si, c'est vrai que quand on est sur le terrain, on a un peu nos exigences malheureusement qui baissent parce qu'on n'a plus les moyens de faire notre travail comme il devrait être fait. Après, effectivement, le fait de voir les collègues en parler, ce que je disais, c'est vraiment plein d'émotions. C'est assez ambivalent comme sentiment parce qu'on se sent d'un côté moins seul en se disant non, c'est pas moi qui suis pas faite pour ce métier ou qui n'y arrive pas. On est tous dans le même bateau, mais le fait de pas avoir de réponse adaptée à nos demandes en face, c'est frustrant. C'est quoi ton métier à toi concrètement ? Moi, je suis puéricultrice pour le service de prévention maternelle protection maternelle et infantile, pardon. Donc moi, concrètement, je suis censée faire de la prévention, c'est-à-dire je suis censée faire de la prévention. C'est-à-dire que je vais voir les mamans au retour de maternité pour répondre à leurs questions, les accompagner, déceler les mamans ou les familles les plus fragiles et les accompagner pour éviter d'en arriver à des consultations aux urgences, à des cas de maltraitance, déceler toutes les problématiques qui peuvent être liées au terrain. Malheureusement, on n'a ni les moyens ni le temps pour faire notre travail de prévention. Par exemple, moi, concrètement, ça fait 2 ans que j'ai pas fait une visite de prévention, c'est-à-dire on m'envoie un avis de naissance, sans rien, pas de problème, pas de facteur de risque, et je vais voir la maman pour présenter le service et débuter un suivi. Ça fait 2 ans. Si je vais à la maison, c'est parce que mes collègues de l'aide sociale à l'enfance m'ont contacté, parce que les enfants... C'est plus de la prévention, donc. Alors... Trop tard, je vais pas dire. Non, oui, c'est plus de la prévention, effectivement. On est déjà dans des facteurs de risque bien présents.
Ça s'appelle un UTPAS, c'est ça, une unité territoriale de prévention et d'action sociale. Nina, la grève, je l'ai dit, elle a commencé il y a 15 jours. Quelle a été l'étincelle? Quel a été le point de départ? Alors la grève, elle est partie de l'UTPS de Tourcoing-Mouveau, où à la base c'était vraiment une collègue pour qui on avait promis de renouveler son CDD. Parce que c'est pas des fonctionnaires là dont on parle? Il y a beaucoup de contractuels quand même, parce qu'il y a beaucoup de postes qui sont pas pourvus et du coup sur lesquels on met des contractuels ou beaucoup de collègues aussi en arrêt maladie. Donc là, pour cette collègue-là, on nous avait dit qu'elle serait maintenue et c'était pas le cas. Donc en fait, le fait qu'elle soit pas renouvelée, on s'est tous un petit peu agacés de ça et on s'est tous dit ouais mais à l'aide sociale à l'enfance il manque ça et sur tous les services en fait de l'UTPS on s'est réunis, on s'est dit on galère, on n'y arrive plus et du coup on s'est dit allez c'est maintenant là, on est tous ensemble et on va débuter quelque chose, on va aller voir les partenaires, on va aller expliquer un petit peu notre quotidien et on a du coup fait appel au syndicat pour déposer un préavis. Une grève qui a été suivie, je pense, et qui a fait tache d'huile aussi vers Roubaix, le TPS de Roubaix, dont Corinne et Agathe sont ici représentantes, et puis même plus loin ensuite, dans tout le département, et qui inquiète, je pense, à juste titre, le département, monsieur Jean-René Le Serre, qui, je le sais, a un cœur gros comme ça, et qui sans doute est très sensible à la protection de l'enfance. Alors nous, ce qu'on voit effectivement, c'est que oui, ça s'étend en tache d'huile là. C'est parce qu'en fait, ça fait des années déjà que les équipes, elles sont hyper saturées. Tu disais tout à l'heure, voilà, le métier est difficile. En fait, on a bien choisi notre métier. Là, pratiquement tous, on l'a choisi. On a des formations. On est formé à aller vers ces personnes en difficulté, à les accompagner, à les accueillir. On est formé pour le faire. Et le problème, c'est que on n'est pas du tout préparé à le faire de cette manière-là. On finit par maltraiter les personnes tant on n'est pas assez nombreux pour les accompagner. Mais ça ressemble très fort à ce que disent les travailleuses et travailleurs, mais surtout travailleuses dans les hôpitaux, dans les EHPAD, etc. Ce que tu dis. Mais c'est-à-dire qu'on travaille avec des personnes humaines. Donc, on a face à nous des personnes de chair et d'os. Donc, mais qui ne sont rien. Oui, voilà. Ah oui. Alors, c'est ça, effectivement, c'est qu'on en vient à... Finalement, si on veut pas... on parlait de ce qui s'est passé ce jour-là là, avec Yamina. Il y en a qui ont quand même parlé d'envie de se pendre et de boire. Il y a des collègues qui vont très très mal. C'est vrai que si on veut pas mal finir dans ce métier et d'autres métiers où on est face à des humains, on devrait complètement être détaché de ce qu'on fait. Et peut-être qu'il faudrait traiter les personnes comme rien. Là, peut-être qu'on pourrait rentrer chez nous sans trop d'état d'âme et sans trop mal aller. Mais c'est pas possible, quoi. Nous, déjà, c'est un choix qu'on a fait et on peut pas faire ça. Oui, Agathe. En fait, on nous demande un peu, enfin, je vais pas dire du rendement, mais on nous demande des chiffres. Par exemple, on nous a dit que voilà, en PMI, donc la protection maternelle infantile, il y a trop de puéricultrices et trop de sages-femmes. La norme nationale, c'est à peu près une puéricultrice pour 250 naissances. Moi, je veux bien, mais 250 naissances à Canoë à Juan-les-Pins, c'est pas la même chose que 250 naissances à Roubaix. Ça sera pas le même accompagnement et ça demande pas les mêmes charges de travail. Il y a aussi autre chose, c'est que vous êtes confronté directement à la situation sociale de ce pays et notamment de ce territoire, département du Nord déjà, mais en particulier Roubaix-Tourcoing, manifestement et très violemment frappé par le chômage, la précarité, etc., etc. Il faut prendre tout ça dans la figure, je dirais, quand vous y êtes, parce que ça a des effets. Je veux dire, bien sûr, des gens comme Macron nous diront que non, c'est de la responsabilité des gens, c'est eux, c'est de leur faute. Mais ça a des effets, les réalités économiques et sociales sur la vie de famille. Et en plus, vous voyez des gens qui... je ne sais pas si vous êtes toujours bien considérés quand vous voyez les gens dans un premier temps, parce que vous êtes... du point de vue du public, des gens qui sont accueillis, des gens qui font partie du système finalement, non, Nina ?
Oui, c'est sûr. Surtout en plus à l'aide sociale à l'enfance, on travaille quand même beaucoup avec des mesures judiciaires. Donc c'est le juge qui prend la décision de placer l'enfant parce qu'il est en danger au sein de sa famille. Mais c'est nous, petits travailleurs sociaux, qui arrivons et qui venons chercher les enfants et qui mettons en place le placement et puis ensuite tout l'accompagnement et des parents et des enfants. Et du coup, en général, on est vu un peu comme un inspecteur ou enfin par les familles qui estiment que c'est de notre faute en fait aussi parfois si l'enfant n'est pas chez eux. Et du coup, on a souvent quand même affaire à de l'agressivité, en tout cas qu'on comprend et pour laquelle on est formé. Encore une fois, on sait faire face à des situations de détresse des gens et puis on peut que comprendre que quand on se voit retirer son enfant, c'est compliqué. Mais on a des techniques aussi pour faire des entretiens avec les familles, mais ça reste quand même éprouvant. Les revendications, c'est des moyens. On a bien compris, des moyens humains, je pense. Parce que ce que disait Yamina dans le son qu'on a entendu, c'est on veut même pas des choses pour nous. On veut des choses pour bosser, quoi. Alors, ce qu'on est en train de dire là par rapport à la prévention, par rapport à tout ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, on en vient à traiter que des problèmes en urgence. Normalement, on est amené à accueillir le tout venant. C'est un service public. Ça veut dire que on est en train de faire des campagnes là sur la violence conjugale. On le voit à la télé. Sauf que la femme seule qui va se présenter à l'UTPS parce que c'est le lieu où elle peut se présenter avec ses enfants parce qu'elle veut se sauver du lieu où elle est victime de violence, on va pas pouvoir l'aider parce que nous, non seulement on n'a pas assez de postes, on n'a pas assez de personnel à l'intérieur de ces lieux où on doit accueillir cette dame, l'accompagner dans toutes ses démarches et Dieu sait si c'est compliqué, mais en plus, en face, on a des services qui sont de plus en plus appauvris, soit en personnel, soit, on n'a plus les moyens d'aider ces personnes, c'est-à-dire que normalement cette dame, on pourrait l'accompagner vers un lieu où elle va être en sécurité avec ses gamins, où elle va pouvoir protéger elle-même et non par mesure judiciaire justement ses enfants, parce que elle-même a pris la décision un jour de quitter le lieu où il y avait de la violence et on sait que être juste témoin de violence pour des enfants de 0 à 6 ans, c'est catastrophique. Et donc, elle prend cette décision, elle a le courage de prendre cette décision, elle vient à l'UTPS et on va lui dire écoutez, on est désolé, mais le lieu qui pourrait vous accueillir, il n'existe plus. Il y a plus de place. Donc, nous, on réclame non seulement des postes dans nos services, parce que l'assistante sociale, la péricultrice, l'éducatrice, toutes ces personnes qui permettent à cette dame d'être accompagnée ou cet enfant qui doit être placé, il faut qu'on puisse l'accompagner. Vous les placez où ces gens Et on demande aussi des places des moyens suffisants en face, c'est-à-dire que cet enfant qui va être placé par mesure judiciaire, dont parlait Nina, il doit arriver sur un lieu d'accueil. Et bien pareil, le lieu d'accueil, on l'a plus. C'est-à-dire qu'il y a des places qui ont été fermées. Le lieu d'accueil, des foyers, des familles d'accueil. Des assistantes familiales. Assistante familiale, c'est Nina. C'est famille d'accueil. Est-ce que elle aussi, par répercussion, je dirais, elles subissent aussi une charge de travail. Complètement. Nous, cet été, clairement, il y a eu de gros soucis au niveau des assistantes familiales parce que au moment des vacances, il y avait certaines assistantes familiales qui sont montées à 14 accueils. Donc ça, c'est plus protecteur. Je ne sais pas comment elle a fait pour s'occuper de 14 gamins à la fois. Il faut mettre Didier Deschamps là, à la place. Voilà, pourquoi pas. Mais nous, c'est ça. Moi, très concrètement, aujourd'hui, j'ai quitté mes collègues à 17h15, donc l'UTPS ferme à 17h30. Il y avait une jeune fille de 15 ans qui était encore là-bas depuis 14h, qui attendait parce qu'elle avait eu des gestes, un problème au sein de sa famille d'accueil et elle mettait en danger les autres enfants accueillis. Donc et personne ne nous donnait aucune réponse. Il n'y a aucune place en foyer, il n'y a pas de place dans les familles d'accueil. Du coup, moi, je suis partie en laissant 4 collègues sur les chapeaux de roue à chercher des places, à essayer de trouver une solution. Et là, à l'heure qu'il est, je ne sais pas si elles ont trouvé ou si elles sont encore en train de chercher. Et certainement que ce sera une solution pour ce soir et que demain, on va arriver à 8h30 et qu'on va continuer à chercher une place pour demain soir et puis, etc. Et ça, est-ce que ça vous arrive parfois
du coup de les prendre chez vous, enfin de mettre votre vie privée, d'ouvrir votre sphère privée à ça, parce que comment c'est possible de rentrer chez soi et de savoir savoir si non, mais est-ce que c'est déjà arrivé, est-ce qu'on en arrive à ce genre de tu vas donner une situation mauvaise idée à terrible. Jean-René Le Cerf. On le dit souvent, en fait. Savoir comment vous arrivez à fermer comme ça. D'abord, vous n'y arrivez pas, je suppose, à fermer comme ça vos cœurs et vos cerveaux quand vous parce qu'il est 17h30 et que vous rentrez chez vous. Si on peut, Flo. On peut. Mais pour le coup, oui. Sinon, on peut. sinon, c'est pas vivable. Oui, mais c'est bien ça. Ça veut dire de se déshumaniser quelque part à un moment donné. Alors, soit effectivement on se déshumanise, ce qui est pas possible, voilà, ou alors effectivement on va très très mal et on a des collègues en arrêt de travail parce que le travail peut nous rendre malades et nous rend malades parce que, alors il faut savoir quand même que à la base, quand on a les moyens de travailler, les mesures éducatives, les suivis dont on parle, ils sont très efficaces. On parlait des enfants témoins ou victimes de violences. Si on les accompagne correctement avec un nombre suffisant de professionnels autour, avec des lieux d'accueil suffisamment équipés, on fait du très bon travail et ce sont des enfants et des familles qui peuvent s'en sortir vraiment. Donc des enfants qui vont devenir des adultes, qui vont aller voter, puisqu'on parle effectivement d'élus, de politiques, qui vont pouvoir aussi avoir un métier, quand le travail est bien fait, il faut savoir qu'il est utile. Mais nous, on voit à long terme. Non, mais ce qu'il faut, c'est créer des startups aujourd'hui. Le problème, c'est qu'effectivement, on voit pas les répercussions positives que nos services peuvent avoir. Par exemple, pareil, je parle de ce que je connais. La prévention, ça peut éviter des consultations chez le médecin, des consultations, des passages aux urgences. La sécu, voilà. Non, mais c'est ça. Le problème, c'est qu'on nous demande d'accepter de travailler en mode dégradé. Mais on est un service public. Vous imaginez si on allait voir les pompiers en disant, bon les gars, désolé, mais là on n'a plus de lance-incendie, on n'a plus de camions. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des petits seaux d'eau, puis on va éteindre un petit peu des feux, et puis il y en a partout. À la fin, il y a tout qui crame. Alors l'image, elle peut faire un peu sourire tellement c'est absurde, sauf que nous, là, on n'a plus envie de rire, parce que l'absurde, malheureusement, c'est ce qu'on vit sur le terrain, tous les jours. Alors, vous dites, on ne voit pas les résultats positifs de votre action, mais qui est on ? Qui est le on qui décide qu'il n'y a plus de moyens ? Qui est le on qui décide que vous coûtez trop cher, que vous êtes trop nombreuses et que finalement, les gens que vous servez, là j'interprète, des gens qui ne sont rien, qui n'ont qu'à traverser la rue et qui ne font qu'à se plaindre, qui décide que ces gens-là ne servent à rien et que vous ne servez à rien ça vient bien quelque part, cette pénurie de moyens, non ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça vient pas des personnes qui viennent tous les jours à l'UTPAS, parce que clairement, les personnes en ont besoin. Nous, on voit pas du tout. Enfin, c'est vrai qu'on peut avoir une mauvaise image parfois dans certains cas, ce que je disais, mais non. Le département, votre employeur, quelle est sa responsabilité ? Qu'est-ce qu'il dit ? Alors, nous, ce qu'on nous a répondu clairement avec tout ce qu'on a les budgets baissent. Les budgets baissent. On nous a dit que c'était... nous, on a demandé des créations de postes. Par exemple, récemment, on nous a dit c'est irresponsable de créer des postes. On peut pas créer de postes. Donc, là, on sait clairement que parce qu'il y a urgence, parce qu'il y a un mouvement social qui grossit, on fait parler de nous, on sait que des postes qui étaient, on parle de CDD très précaires, vont être déprécarisés. Mais bon, ça, on va dire, c'est un peu normal. Mais créer des postes, non. On nous a également dit de faire le tri dans les populations qui venaient frapper à nos portes, notamment pour le service social départemental. Il faut trier comment ? On ça, on ne sait pas. On choisit la victime, les victimes de violences conjugales ou alors les problématiques sur quels critères ? addictives. On prend le pire. On prend les pires ou... C'est ça. Mais c'est ce qu'on commence à faire depuis quelques années. C'est on trie, on prend le pire, le pire, le pire, le pire et... Mais le moins pire devient le pire, du coup. Bah oui. Oui. La situation, c'est chacun son tour, quoi, au suivant. Et à l'aide sociale à l'enfance, il y a quand même cette réalité aussi où on est avec la justice. Donc, à un moment donné, c'est le juge qui prend une décision et on peut pas lui dire, non, Laure. On n'a pas les moyens de votre décision, quoi. C'est ça, on lui dit, des fois. Oui, finalement, on n'applique pas non plus les décisions judiciaires. On ne les applique pas concrètement. Par rapport à la justice, il y a un juge qui décide de quelque chose. Vous pouvez pas l'appliquer faute de moyens. Le juge, il peut rien faire, lui.
Alors, vous pouvez pas vous retourner vers cette justice qui normalement devrait vous appuyer puisque c'est elle qui l'a décidé. Alors, c'est eux qui décident, mais c'est au conseil départemental de mettre en œuvre. Oui, mais justement, la justice ne peut pas se... Non, mais la justice n'a plus les moyens non plus. Il n'y a plus de moyens dans la justice. La justice aussi est débordée. L'aide à l'enfance, elle est débordée. Les hôpitaux sont débordés, les écoles sont débordées. Les juges pour enfants. Les pompiers sont débordés. Tout le monde est débordé. À côté de ça, il y a plein de gens qui n'ont pas de boulot. Et on nous fait croire à tous qu'on vit dans un pays de pénurie, alors qu'il s'agit bien de choix politiques. C'est-à-dire que les choix qui font votre quotidien à vous et qui donc par répercussion font le quotidien des personnes les plus vulnérables dans notre pays qui sont de plus en plus nombreuses, ces choix-là sont des choix politiques, c'est une volonté politique. Oui, puis on a un président du département qui est très content d'avoir tenu une promesse de baisse d'impôts, par exemple, sur le taxe d'habitation. Vous êtes au courant que le département s'est fait escroquer de 800 000 euros ? Ah, bah. Mais oui. Non, vous êtes au courant, je déconne pas. Ouais, ça aussi, ça le fait département parler. du Nord ça fait parler. Oui, il y a eu une escroquerie, mais c'est parce que bon, il y a des conseillers généraux du Parti communiste qui ont posé la question à l'ECER en disant que si le département se faisait escroquer comme le premier pigeon venu, c'est peut-être aussi parce qu'il y a un manque de personnel, y compris dans le conseil du département. C'est terrible ça, avec tous les chômeurs qu'on a, tous les manques qu'il y a partout. Et nous, cet été, on a dû annuler les colonies de vacances pour les enfants parce que il n'y avait pas les moyens. Mais ça ne coûtait pas 800 000 euros, ça. mais c'est le prétexte qui a été trouvé, c'est ça ? En tout cas, c'est une somme qui a circulé dans les... C'est ce qu'on nous dit, c'est par manque de moyens, effectivement. On fait une petite pause, les filles. Aujourd'hui en colère, les travailleuses du social et du médico-social, Agathe, Nina et Corinne. Moi, j'avais une petite question parce que vous faites partie de ceux qui ont lancé le mouvement, donc c'est Roubaix, Tourcoing, puis après ça s'est étendu dans le département du Nord, mais j'aimerais bien savoir si ça a fait tache d'huile parce que ce problème, il est quand même pas uniquement dans le Nord, il est un petit peu partout et du coup, quelle forme ça prend et est-ce que dans l'histoire, les syndicats ont mis un petit peu leur grain de sel, et comment on peut vous aider aussi ? Alors déjà, on a créé une page Facebook, le collectif dégradé, où on publie tous nos textes, caricatures qu'on fait depuis le début du mouvement. Comment tu dis, le collectif dégradé, c'est ça ? Le collectif dégradé, tout à fait. Et là, on a recueilli quand même beaucoup de soutien et de la France entière, du sud, de Marseille, Toulouse, même le centre, la Creuse. Enfin, vraiment, on a des gens de partout qui nous écrivent en disant allez-y, nous aussi c'est pareil. Il faut se battre en fait, et ça fait du bien un peu de voir le travail social se réveiller comme ça tous ensemble. Et c'est ce qui nous fait tenir aussi encore aujourd'hui. Quel mode d'organisation alors disait Flo, une coordination en fait en quelque sorte, mais des syndicats qui sont présents quand même. Oui, alors effectivement, nous on a un syndicat qui nous a accompagnés dès le départ dans notre, sur notre lieu de travail, et finalement d'autres syndicats se sont ralliés. Ça nous permet aussi d'avoir le soutien, et puis que les autres collègues du privé et d'autres services publics aussi nous rejoignent, parce que ça ne concerne effectivement pas que les employés des services sociaux départementaux, mais aussi sociodépartementaux. Enfin, voilà, ça concerne aussi, on l'a dit tout à l'heure, les lieux où on accueille les enfants, les lieux où on accueille les familles. Enfin voilà, donc tous ces travailleurs sociaux sont aussi concernés. C'est marrant parce que vous parlez des syndicats comme quelque chose qui se serait greffé, qui serait extérieur. Il y a des syndicats, je sais pas, ils viennent pas d'une autre planète. Ils sont, j'imagine, je sais pas, peut-être ça existe aussi. Il y a des situations où vous avez des syndicats qui sont très loin du terrain, mais j'imagine que c'est pas nouveau pour vous les syndicats quand même sur votre travail ici. Non, mais c'est vrai que là ça va très très vite. En fait, c'est parti surtout de situations de collègues. On a un syndicat qui nous a suivis dès le début, et qui nous accompagne là encore aujourd'hui. Le syndicat Sud qui est avec nous, mais on a un syndicat Sud qui est sur notre lieu de travail, et il y a après Sud Santé Sociaux qui a rejoint FO. On a la CGT aussi, donc tous ces syndicats nous rejoignent au fur et à mesure parce que effectivement nous on n'est pas habitués à communiquer. Voilà, donc c'est très bien aussi que vous nous recevez ce soir. Voilà. Mais je pense qu'il faut aussi faire comprendre que ça peut concerner tout le monde. Peut-être que tout le monde, moi, tout le monde là, peut être un jour avoir besoin
d'un travailleur social. On peut jamais savoir ce qu'il y a ce qui peut arriver des accidents de la vie. Et que peut-être qu'il faudrait élargir le mouvement à absolument tout le monde. Ça concerne tout le monde. Et justement, comme vous avez la tête dans le guidon, vous, et que vous êtes en mode de lutte et tout, que pouvons-nous faire, nous, les gens, enfin, la société, je ne sais pas, une lettre ouverte, une pétition. On va se mettre en grève, nous aussi, parce qu'on vit la même chose. On vous a vu mardi à la dernière grève, vous étiez présent. À la manif, ouais. À la manif, ouais. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres actions qui feraient adhérer en fait Alors il y a un autre collectif, le collectif social déchaîné, qui lui regroupe beaucoup plus de travailleurs sociaux, alors pas seulement du département, mais au niveau national, qui appelle aussi à se mobiliser. Après, effectivement, c'est en parler autour de vous, parce que dans les écoles, ils subissent aussi le fait que nos services ne fonctionnent pas correctement. Et il y a un tas de professionnels qui sont dans médical, l'enfance, qui sont très impactés du fait que nous on travaille en mode dégradé. Donc il faut en parler autour de vous. Communiquer. Je pense que effectivement faire tourner l'information qu'il y a des professionnels qui sont en grève. Et puis pour les salariés, vous pouvez vous rapprocher de vos organisations syndicales. Il y a des mobilisations qui sont en cours et qui continuent au mois de novembre. Enfin là, tout au cours là, nous on est en grève, on est sans discontinuer, nous sommes en grève pour appeler les collègues et donc ça continue. Il y a des mobilisations prévues. Là, 6-8 novembre, il y a des choses qui se passent. Les dates sont sur le Facebook. Oui, alors si elles ne le sont pas, elles vont l'être. Ouais. On a bien parlé de suspension du mouvement de grève. Vous avez repris récemment. J'imagine que c'était pas forcément évident. Il nous reste très peu de temps. On a bien compris donc qu'il y aurait une suite au mouvement. Vous savez, nous des fois on reçoit ici, pas des fois, souvent, des travailleurs, même y compris dans l'industrie. Je veux dire, on pourrait penser que c'est loin. Mais les problématiques, bien sûr, ils travaillent pas avec des humains, mais c'est aussi des charges de travail excessives, etc. Et puis c'est aussi parfois une étincelle, un ras-le-bol. Et on découvre à ce moment-là qu'il y a des stratégies de la direction, en l'occurrence, des stratégies vicieuses. On a parlé la semaine passée avec Mako, avec une déléguée qui a osé ouvrir sa bouche et qui depuis est victime de calomnies ignominieuses. C'est à Tourcoing aussi. Vous, votre patron, le département, est-ce qu'il prend au sérieux votre grève ou est-ce qu'il vous prend pour des rigolotes, des gens qui en veulent trop, qui se plaignent, etc. On ne sait pas trop. D'un côté, on se sent clairement pas entendu. On a même été insulté parfois. Par contre, on a un tas de réunions. C'est que nos cadres, nos responsables sont reçus en réunion. Il y a un communiqué de presse qui va se faire vendredi. Enfin, il y a énormément de choses qui se passent. Ils sont inquiets quand même, en urgence. Oui. Et c'est vrai qu'il y a eu des dispositions, des décisions qui ont été prises là très récemment pour des salariés qui étaient en situation très précaire. Il faut savoir qu'il y a quand même des collègues qui étaient en CDD depuis 4 ou 5 ans, qui viennent seulement de recevoir un courrier disant qu'ils vont être stagiairisés. Ça veut dire qu'ils vont être titulaires bientôt de leur poste. Donc vous commencez à gagner même un peu. Vous commencez à gagner un peu là. Sauf que c'est un début parce que il y a déjà eu un mouvement de grève il y a du coup un an et demi où il y avait déjà eu cette vague de déprécarisation. Le problème, c'est que le territoire n'est pas attractif, les gens tiennent pas sur ce territoire-là parce que c'est difficile. C'est difficile déjà tout court, mais alors difficile sans moyens, au bout d'un moment c'est pas tenable. Donc ils sont titulaires et puis ils vont vers d'autres. Bien sûr. Et du coup on reprend des CDD et on repart dans ce même cercle vicieux. CDD de 3 mois, 2 mois, c'est pas des CDD d'1 an. Ouais. Ah non, quand on dit CDD, c'est CDD. Moi j'ai été de avril 2015 jusque mai 2017 en CDD, avec des CDD de 1 mois où je suis prévenue le vendredi pour le lundi que je suis renouvelée. Donc si on veut se projeter, si on veut acheter une maison, si on veut savoir si demain on aura encore un travail... Déjà ça dit tout de la façon dont le pouvoir considère la protection de l'enfance, quoi. Je veux dire, si des gens traitent les travailleurs de cette manière-là, c'est un véritable scandale, quoi. J'ai oublié de dire que vous avez un devoir de réserve. C'est ça. C'est ça, tout à fait. Mais c'est plus qu'un scandale, c'est de la maltraitance institutionnelle.
on est vraiment maltraités, et on s'adresse à des enfants qui sont maltraités. Enfin, vous voyez un petit peu le paradoxe, quoi. C'est ça. On va bientôt se quitter, mais il y a, bien sûr, j'ai écouté tout ce que vous m'avez dit. Hein. C'est promis. C'est bien. On n'en entendait pas moins. T'as vu, j'ai un beau casque sur les oreilles. Quand même. J'ai donc bien écouté tout ce que vous avez dit, mais il y a un truc qui m'a frappé. Vraiment, au départ, vous m'avez dit c'est parti. Le mouvement est parti d'une secrétaire en CDD qui n'a pas été renouvelée. C'est donc parti d'une toute petite chose, si je puis dire. Je ne sais pas quelle taille elle mesure, hein, mais... c'est une petite chose, mais c'est la goutte d'eau qui fait déborder c'est le vase. Ça. En fait, il y a 3 services dans une UTPS. Il y a le service social départemental, l'aide sociale à l'enfance et la protection maternelle et infantile. Et en plus, le secrétariat. On travaille tous ensemble. L'un sans l'autre, on ne peut pas travailler, on ne peut pas accompagner de A à Z et prendre en charge de façon qualitative les familles qu'on suit. Donc, s'il y a un maillon de la chaîne qui tient pas, eh ben, c'est toute l'UTPS qui est impactée et du coup, toutes les populations, toutes les familles qu'on suit. Les secrétaires, elles sont souvent oubliées, mais c'est la colle, quoi. Oui, bien sûr. Ah oui, sans elles, il n'y a rien rien qui part de l'UT, il n'y a rien qui... Et c'est une leçon, je pense aussi, à méditer. Pour tous les gens qui sont autour de nous, dans les milieux militants, etc., qui ont tendance parfois à baisser les bras, à dire ça changera jamais, les gens ils peuvent pas, ils n'arrivent pas à bouger, ils bougeront pas, etc. Eh bien, ça montre votre mouvement que même y compris sans syndicat au départ, simplement une petite étincelle, elle peut faire bouger tout. Et ce qui est possible chez les travailleuses sociales de Tourcoing, Mouveau, Roubaix et autour, parce que la tâche d'huile c'est très important, c'est possible aussi dans l'industrie demain, c'est possible dans d'autres secteurs économique et c'est même possible partout et en même temps. Nous, c'est ce qu'on souhaite ici. Est-ce qu'il y a une UTPAS à Neuilly-sur-Seine? Je sais pas. Normalement, il y en a partout. Ouais, c'est droit commun. Moi, je serais vous, je demanderais ma mutation là-bas. Il paraît que c'est très sympathique. On ne croise pas des gens qui ne sont non, rien. on aime bien Tourcoing et Roubaix. Merci d'être venus en tout cas. Je vais pas dire les filles. Merci les gars d'être venus. Merci les gars d'être venus et puis on va continuer à suivre le mouvement bien sûr et en parler ici sur cette antenne. On retrouve tout à l'heure.